Bonjour à tous. Merci à tous d'être venus, surtout en cette fin de mois d'août. J'en ai vu que le sujet vous a beaucoup intéressé. J'en suis très content. Donc bienvenue à ce 44e Perfug, pardon, j'en oublie 10, sur gRPC. Donc ceux qui sont déjà venus en juillet connaissent David et Karl, développeurs et architectes chez Augury, qui vont nous parler donc des problèmes de performance qu'ils ont eu au niveau des communications et comment gRPC les a aidés. La session de juillet était intéressante, je ne doute pas que celle-là le sera tout autant. Le prochain rendez-vous sera le 20 septembre. On va annoncer le thème très prochainement. Je vous rappelle le site perfug.github.io. Et dessus, vous trouverez le Twitter, les liens vers le Meetup. La petite page de pub pour le sponsor, Octo, qui nous accueille donc depuis 44 fois, qui offre le pot à la fin. On est tous les trois d'Octo, on recrute. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir voir Borémy, Benjamin ou moi. Voilà, bonne session. Et puis, à bientôt. Ah ouais. Bonjour à tous. Non. Allô? C'est bon. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux écouter notre présentation. Voilà. Juste pour savoir, qui était là déjà la première session qu'on avait fait? Pour voir un peu. Cool. Merci. Ça veut dire que c'était pas mal et que vous êtes revenus. Donc c'est plutôt bien. Du coup... Ah, pardon. Je parle... Ouais. Okay. Si, c'est bon. Donc aujourd'hui, on va vous parler de gRPC et comment ça nous a aidé à augmenter, à diminuer le trafic interservice et aussi à augmenter le nombre de requêtes par seconde. Effectivement, donc la dernière fois, en fait, on vous a expliqué comment on a commencé à faire un POC dans une startup à 4, comment on a grandi, comment en termes de trafic, en termes de coûts et tout. Et donc forcément, maintenant qu'on est plein dedans, donc on a des optimisations qu'on commence à faire, donc c'est optimiser le trafic réseau. Et donc, PC, ça nous a aidé pas mal, quoi. Donc avant de commencer, je vais représenter Carles. Donc Carles Istare, qui fait partie de la team qui a cofondé Augury. Aujourd'hui, il est tech lead de la team Delivery, qui a pour but de délivrer la meilleure publicité à la bonne personne et le plus rapidement possible, pour résumer. Il est aussi acteur de l'open source, il est committeur dans le module Kafka Node. Et il a aussi contribué en créant une librairie pour justement gRPC Promise. Et voilà, donc David Caramello, il est chez nous donc depuis presque 2 ans. Donc du coup, bon, il a touché quand même à pas mal de projets, il connaît un peu donc tous les axes de la boîte. Et c'est pour ça que du coup, il a pris la place de tech lead de l'équipe SWAT. C'est une équipe un peu transverse qui touche un peu tous les projets, qui aide à mettre en place de nouveaux trucs. Et en plus, donc David, il est Craftman et Scrum Master par référence donc chez nous. Et en plus, il a été donc speaker Devox en 2016. Voilà. Voilà. Donc, avant d'attaquer, vous parler de gRPC, on va vous reposer un peu le contexte de notre business et notamment Augury, c'est quoi? Augury, en fait, c'est une plateforme data mobile. Donc oui, on fait de la publicité, mais notre force, en fait, c'est que grâce à notre SDK qui est installé dans plein d'applications, on a accès à des données comportementales qu'on analyse et qui nous permet de cibler de la publicité extrêmement précise. L'avantage que ça a, c'est de diminuer la pression publicitaire. Donc quand vous jouez à un jeu, par exemple, au lieu d'avoir 3 pubs, vous en avez qu'une, qui potentiellement va vous intéresser un peu plus. Et du coup, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà, publicité ciblée. Et on est en train de migrer vers de la full programmatique.
Donc voilà, juste pour en finir avant de commencer plein dedans dans du RPC, un petit schéma de ce qu'on fait pour que ça soit plus clair pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc en tant qu'Ogrui, nous on possède donc des SDK qui sont installés dans plein de téléphones dans le monde. Il y a plusieurs millions de téléphones. Plusieurs centaines de millions et du coup suite à une licence que tous les utilisateurs ils acceptent ou pas, s'ils acceptent du coup c'est une licence qui est donc conforme aux lois européennes, guidelines Google, tout ça. Donc s'ils acceptent, on a le droit d'analyser leurs données et grâce à ça, suite à toutes les campagnes publicitaires qu'on a donc de l'autre côté, on arrive à servir la bonne publicité à la bonne personne au bon moment. Un petit récap d'un petit peu la croissance qu'on a eue depuis le début, pour que vous ayez une idée de la magnitude de l'infra qu'on a et pourquoi on a besoin vraiment d'optimiser jusqu'au dernier petit point. Donc voilà, on a 400 millions de profils, donc des SDK qui nous envoient, qui nous appellent tout le temps, donc c'est le trafic. 1,5 milliard de requêtes par jour. Les temps de réponse en plus pour tout ce qui est le monde de la tech, il est très bas. Donc nous on est à moins de 35 millisecondes. Voilà, donc on a plein d'instances chez Amazon. L'équipe IT, donc il a grandi. Là aujourd'hui, on est plus de 40 devs et donc on continue à grandir. Donc on embauche. Donc voilà. Donc, comme vous avez vu, on a beaucoup grossi. On s'est orienté vers une architecture microservice. Aujourd'hui, on a 40 microservices. Bien sûr, chaque microservice, elles sont scalées horizontalement, donc c'est pas forcément 40 machines à chaque fois. On a 2 Tera par mois de bande passante entre chaque service interne, je parle, pas à l'extérieur, parce que à l'extérieur c'est beaucoup plus. Ce qui représente à peu près une facture de 500 € par mois de bande passante microservice. Alors c'est pas énorme, mais comme ça évolue très vite, c'est des problèmes qu'on a voulu adresser rapidement pour éviter d'être surpris et d'avoir des problèmes de latence interréseau. Et donc au début, on était comme tout le monde, des API HTTP, REST, JSON classiques. Mais le souci des API JSON, c'est que le streaming est très compliqué, voire impossible. La diffusion bidirectionnelle, c'est carrément pas possible. C'est très gourmand en termes de taille, parce que la représentation textuelle, c'est pas connu pour être petit, il faut dire ce qui est. Et comme c'est des API JSON, il n'y a pas de contrat d'API formel, d'accord. C'est pas lisible par la machine, c'est pas contrôlé. Alors il y a le JSON schéma qui résout un peu le problème, mais bon, c'est que le souci, c'est qu'on doit nous-mêmes maintenir ces API, s'assurer que tout le monde parle le même langage, que tous les microservices comprennent les JSON qui circulent, et quand il y a une évolution, bien faire l'étude d'impact, etc. Et faire les docs qui vont bien, et ça coûte cher, parce que c'est fait par des humains, et la main-d'œuvre, ça coûte cher. Voilà, donc gRPC. gRPC, donc c'est quoi? En gros descriptif. Donc si on voit donc le modèle OSI, gRPC il englobe le package qui est donc, disponible pour tout le monde. Il fait du HTTP2, sur du protobuf pour encoder les données. Comme ça, c'est beaucoup plus compact et beaucoup plus compressé. Et ensuite, donc, il y a la couche gRPC, donc à niveau session, pour gérer donc, tous les types de messages qu'on peut avoir. On verra ça plus tard, mais on peut avoir des messages normaux, on peut avoir du streaming. Il y a pas mal de possibilités. Bien sûr, gRPC, c'était pas la seule solution qu'on a évoquée quand on a commencé à regarder comment on pouvait optimiser notre trafic interréseau. On a fait un peu le tour de ce qu'il y avait. Il y a Swagger qui permet de générer du code via de la configuration, générer de la documentation. Il y a beaucoup d'outils open source qui permettent de maintenir ces API. Par contre, ça ne résoudait pas nos problèmes de performance, de streaming, etc. Donc, certes, pour certains cas, je pense que ça peut être une bonne chose. Pour nous, ce n'était pas l'objectif premier. Donc, clairement, on a écarté cette solution. La deuxième solution, c'est Thrift. C'est un framework RPC comme gRPC
qui fait de la génération de code, qui génère de la doc, qui gère la compression un peu comme Protobuf, même qui a voire un peu plus de possibilités. C'est une techno assez mature parce que c'est utilisé par des gros comme Facebook, Cassandra, etc. Par contre, nous, au moment où on a fait l'étude, on a commencé à regarder, on ne trouvait pas la doc très claire et on ne trouvait pas beaucoup d'exemples. Et du coup, ça nous a un peu freiné. C'est pour ça qu'on s'est dirigé vers du gRPC simplement. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer un petit peu donc, toutes les étapes un peu du gRPC, que ce soit de HTTP2, Protobuf et gRPC ainsi. On va expliquer, donc on commence par HTTP2. Je pense qu'ici, il y a déjà eu une conf donc HTTP2, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on va faire un petit descriptif. HTTP2 par rapport à HTTP1, qu'est-ce qu'il rapporte? HTTP1, comme vous savez, donc à la base, c'était une connexion TCP par chaque requête HTTP. Et du coup, c'est un peu coûteux parce que chaque fois, il faut ouvrir et fermer la connexion. Après, donc, plus tard, donc, il y a Keep Alive qui est sorti, donc, qui permet de rester avec la connexion ouverte et continuer à envoyer des messages. Mais un autre problème qu'il a, c'est le rate of line blocking, on verra ça tout de suite. Et donc tout ça, en gros, c'est résolu par HTTP2 parce que du coup, on peut, avec une seule connexion TCP, on peut multiplexer les messages de la façon suivante. Voilà. Donc HTTP1, comme je disais, ça 1.0 fait donc, à chaque fois qu'il y a une requête, il faut attendre la réponse pour pouvoir envoyer la prochaine requête. HTTP 1.1, il a résolu ça. On peut envoyer plusieurs requêtes, mais l'ordre de la réponse, c'est très important. Donc, enfin, il faut respecter l'ordre d'arrivée. C'est-à-dire que s'il y a un message qui est en retard, les autres aussi. Et HTTP2, justement, grâce à HTTP2, on peut vraiment multiplexer toutes les requêtes. On peut les envoyer à fond et on les recevoir au fur et à mesure dans n'importe quel ordre. Une autre amélioration d'HTTP2, c'est surtout les headers. Sur HTTP1, comme vous savez, c'est du texte, mais un nom en valeur, ça s'envoie tel quel à chaque fois. Et du coup, HTTP2, ils ont mis une compression des headers avec un codage Huffman. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'on prend chaque caractère, on lui associe un code qui est de longueur variable. Et donc, du coup, le plus de fois ces caractères, il est dans le texte qu'on veut comprimer, le code, il sera plus court. Donc, s'il y a des caractères plus rares, donc ça sera un code plus long. Donc, ça permet quand même de comprimer beaucoup. Et en plus, c'est très rapide, c'est assez performant. Notre avantage, c'est que le header et les datas ne sont pas envoyés dans le message frame, dans le même paquet. Et du coup, ça s'envoie séparément, ça permet donc de pouvoir recevoir les réponses un peu comme un multiplex, comme on a vu. Et en plus, chaque requête, s'il y a plusieurs requêtes qu'on envoie pour la même machine, le header il va juste être envoyé la première requête, et ensuite les prochaines requêtes, on va juste envoyer donc le frame data, d'accord. Et si, par exemple, dans une de ces requêtes, on voit que le header il change un petit peu, il y a un nouveau champ ou un truc comme ça, donc on va juste envoyer la différence. On va faire des appends à chaque fois. Okay, donc on gagne, grâce à ça, on gagne beaucoup surtout chez nous, on gagne beaucoup de pan %. Voilà, donc pour rappel, pour le modèle OSI, il y a la couche HTTP2 et là on va attaquer la couche Protobuf. La couche Protobuf, elle va s'intéresser à comprimer que les datas qui vont circuler dans l'enveloppe HTTP. Donc Protobuf, c'est un protocole qui a été créé par Google. Aujourd'hui, on est en version 3 et qui sert essentiellement à la sérialisation et la désérialisation de données. Il faut savoir que la particularité de Protobuf, c'est que tout ce qui est étiquette, décorateur, qui sert à l'humain, typiquement le nom de la variable, ne circule pas dans le réseau. Seulement et uniquement la data va circuler dans le réseau. Alors comment ça marche? Alors pour schématiser, c'est que ici par exemple on a un JSON et ici on a un protobuf qui va un fichier proto qui va décrire la forme du fichier. Et grâce à ça, en fait, il va juste extraire les données, les comprimer en binaire, les envoyer et de l'autre côté, côté serveur, ce qu'il va faire, c'est qu'à partir du proto qui est
enfin qui est identique à celui-là, va pouvoir reconstruire la structure du fichier et il va juste insérer les données dans les bonnes, entre guillemets, les bonnes variables. Et du coup, à la fin, on aura retrouvé notre fichier data complet, à la fois avec les étiquettes et à la fois avec la donnée. Mais j'insiste, ici, il y a juste les données qui circulent. Il n'y a aucune notion de nom de variable. Du coup, on gagne énormément, en plus de la compression de la donnée en binaire. Donc là, je vous ai mis un exemple de fichier proto. Alors, on ne va pas s'y attarder vraiment. Je vais juste vous faire remarquer 2-3 petits points. Le premier point, c'est qu'il y a une partie, on va déclarer les services RPC. On reviendra plus tard dessus. Il y a les différents messages qui vont circuler dans le réseau. Typiquement, là, on a une request avec un entier, un nom de variable. Et ici, c'est une position dans le message. Donc, c'est important. Et ici, la réponse où vous avez une autre variable, 1, avec un deuxième champ qui est en position 2, qui est un type enum. Bon, le type, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment que ce nombre-là décrit vraiment la position de la valeur dans le message qui va circuler. Et grâce à ça, il va pouvoir comprimer la donnée. Alors, pour vous montrer un peu le gain, je me suis amusé à faire un peu de binaire et on va comparer un JSON qui circule sur le réseau avec une donnée binaire en protobuf. Alors ici, vous avez un JSON mimifié, donc on a viré les espaces et les retours à la ligne, assez simple. Ma variable avec une valeur de 150, qui fait en hexa, donc ça c'est la donnée qui va circuler dans le réseau. C'est la représentation textuelle, hein. Donc là vous avez le crochet ouvrant et le crochet fermant à la fin. Et ça représente 17 octets. Donc c'est bien la donnée, hein. Je ne parle pas avec l'enveloppe HTTP qui est autour. En protobuf, comment ça marche? En protobuf, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de données qui sont regroupées par famille. Donc nous, dans ce message-là, par exemple, c'est un int32, pardon, qui représente un varint. Donc c'est un type 0. Et on a besoin de ça pour calculer le header du champ. Parce qu'il faut savoir que chaque champ qui est où il y aura une position, il y a un header enfin la donnée est précédée par un header qui permet à protobuf, au moment de désérialiser, savoir le type de donnée qui va désérialiser et aussi sa position dans le message. Donc, on va se concentrer sur cette formule-là. C'est en fait une opération binaire, hein, où on prend la position, on fait un décalage de 3 bits et on fait un ou binaire avec le type de la donnée. Donc, typiquement, pour cet exemple-là, on a position 1, un type 0 parce que c'est un int32 qui est ici, et on obtient cette valeur binaire, donc représentation hexa en 0,8. Donc le header de ce champ-là qui va circuler dans le réseau, déjà, ça sera 0,8 en hexa. Pardon, je me suis trompé de sens. Voilà. Ensuite, chaque grande famille de compression, qu'on a vu, hein, de 0 à 5, a son propre format. Donc là, pour le varint, comment ça marche? Donc c'est basé sur le Least Significant Group First, qui en fait est un regroupement d'un MSB et un 7 bits de stockage par octet. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je reprends la valeur 150 ici, là, sa représentation binaire, elle est là. Donc déjà, la première étape, c'est qu'on va le découper en deux groupes on va le découper en groupes de 7 bits. Donc là, ça fait 2 groupes. On va inverser les deux octets, parce que c'est le Least Significant Group First qui prime. Et après, on va ajouter le MSB. Et le MSB, c'est quoi? C'est tout bête. Si c'est à 1, ça veut dire que l'octet suivant fait partie de la donnée. Et si c'est 0, ça veut dire que c'est le dernier octet à lire pour pouvoir reconstruire la valeur. Donc, grosso modo, le 150 ici va être compressé en 9601 en hexa. Et donc, ce qui nous donne à la fin, encore trompé de sens,
Ce qui nous donne à la fin ceci, c'est qu'un JSON mimifié qui va circuler dans le réseau, c'est 17 octets. En protobuf, c'est 3 octets. Ça fait 80% de gain en termes d'espace qui va circuler dans le réseau. Ce qui n'est absolument pas négligeable, vous imaginez bien. Un deuxième exemple, pour aller un peu plus loin, mais cette fois-ci, je vais quand même aller un peu plus vite pour ne pas vous endormir. On prend un JSON ici avec une variable et un string hello world qui fait 42 octets de longueur. En protobuf, vous avez la représentation là-bas, c'est 16 octets. Ça fait 61% de gagné. Juste un petit complément d'information. Ici, comme le type va changer, le format qui est derrière là change aussi. Et ici, on a un bit d'indication qui va représenter la longueur des chaînes de nombre d'octets qui va suivre. Donc ici, c'est 11 ou 12, je ne sais plus de mémoire. Et du coup, là, ça va être la représentation textuelle de Hello World, en fait. Et là, je vous ai mis la formule qui permet de retrouver les petits. Ça veut dire que ça, on a vu ensemble que ça faisait 150. Et ici, le header qui est 12, et ben, en fait, ça nous dit que c'est un type 2 et qui est la position 2. Le string, donc là, je n'ai pas le tableau sous les yeux, mais faites-moi confiance. C'est un type 2 donc qui correspond au string. Et la position, elle est bien en deuxième position. Donc c'est bien le 12 en hexa qu'on retrouve ici. Ensuite, comme c'est un type delimited, je ne sais plus quoi, juste après, on retrouve 11 qui est la longueur du nombre de caractères qui vont suivre. Et après, il y a simplement le hello world qui va suivre. Donc ici, pour les plus malins, on se rend compte qu'en fait, les strings ne sont pas compressés. C'est un peu là où le bas blesse avec protobuf. C'est que le gain est limité si on a beaucoup de chaînes de caractères. Alors certes, on a enlevé tous les étiquettes, enfin les noms de variables qui circulent, donc ça c'est quand même un gain. Par contre, s'il y a beaucoup de chaînes de caractères, c'est pas si évident de ça le gain. Donc il faut vraiment se poser la question avant d'utiliser gRPC pour savoir si c'est vraiment utile ou pas dans votre cas. Sinon, il y a une petite astuce. C'est comme normalement on utilise ça beaucoup pour le réseau interne, c'est d'utiliser des enums. Parce qu'en fait, en protobuf, les enums, par exemple, il y a un exemple ici, c'est qu'en fait, seul l'ID de l'enum va circuler. Et du coup, quand il va décompresser de l'autre côté, il va retrouver très facilement l'étiquette qui va bien. Donc c'est une petite astuce. Par contre, ça a aussi un désavantage, c'est que si vos API bougent beaucoup, la mise à jour des protobufs, enfin des fichiers proto tout le temps, ça peut être fatigant. Donc il faut vraiment réfléchir le pour et le contre et faire un juste milieu. Voilà, donc jusqu'ici, on a expliqué HTTP2, on a expliqué protobuf, qu'est-ce que ça apporte, et là on va rentrer dans gRPC, quoi. gRPC, donc c'est du RPC, c'est du Remote Procedure Call. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, donc ici vous avez un petit exemple en pseudocode. Donc on a en classe serveur, en classe client. Depuis le client, donc on instancie la classe serveur. On fait appel à un API. Et donc cette API, donc cette fonction, il exécute un code. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Enfin, on sait ce qu'il fait, mais on ne sait pas où s'exécute, si c'est dans la même machine, si c'est ailleurs, si voilà, on ne s'occupe pas de ça. On juste voilà, sur mode API, on peut tout faire. Quels sont les avantages de tout ça? C'est qu'en fait, si on utilise du RPC, les développeurs qui vont faire un nouveau service, ils n'ont pas à se faire des soucis dans des décisions comment on va faire pour envoyer ça vers les réseaux, quel format de données il faut envoyer, des soucis de sécurité, ça les développeurs ils pourront se dédier à développer le code business, ce qui est le plus important. Ils vont juste développer les fonctions qui font ce qu'il faut faire. Par contre, la contrainte, c'est que bon, ça, on peut construire, on peut développer un framework qui fait ça, et après du coup, on développe juste les fonctions. Mais à la base, il faut réfléchir à tout ça. Donc là, il faut se poser toutes ces questions de communication. Et il faut faire ça à l'avance. Du coup, ce qui se passe, c'est que si un jour, dans ces frameworks-là, il faut le faire évoluer, ça va toucher, ça peut peut-être impacter tous les autres développements qui ont été faits pendant
pour gérer le business. Et en plus, donc forcément, c'est moins flexible qu'une API REST où on fait un peu ce qu'on veut. Et voilà. Donc maintenant, pour revenir au RPC, dans l'exemple de fichier protobuf que je vous avais montré, il y avait la partie service, et là on va en fait déclarer tous les services qui vont pouvoir être utilisés en RPC. Là on vous a mis les 4 grandes familles d'échanges qui existent. Il y a envoyer un message simple, donc il y a une request et une réponse, comme une API REST en fait. On envoie et on attend quelque chose, c'est bloquant. Il y a aussi le stream côté client, ça veut dire que le client va envoyer beaucoup de data et à un moment le serveur va envoyer une réponse. Typiquement ça peut être du calcul, on envoie beaucoup de données et au bout d'un moment le serveur il dit c'est bon j'ai calculé, il envoie la réponse à la fin. On a aussi le stream côté serveur, typiquement je veux voir un film et au fur et à mesure que je commence à regarder le film continue à se charger, donc ça c'est du stream. Et il y a le dernier cas où c'est du full duplex, stream en entrée, stream en sortie. Juste pour schématiser encore plus, pour bien que ça soit marqué. En gros, là, on vous a fait un peu une représentation graphique de ce qui se passe. Donc ça, c'est le simple RPC. On appelle, on a une réponse. Le request stream, ça veut dire qu'on envoie plein de données et on attend une réponse à la fin. Le stream côté serveur, on envoie une request et on récupère de la data au fur et à mesure. Et le full duplex, alors là, on fait ce qu'on veut. On envoie de la donnée, on en récupère. Voilà. Pour information, nous, on est en full duplex chez nous. On a pris la décision parce que pour nous, c'était ce qu'il y avait de plus performant. Et avec ce que Carles avait développé pour la partie gRPC Promise, ça marchait bien et ça simplifiait beaucoup la vie, quoi. Du coup, donc on n'en a pas trop parlé, mais en fait, on fait ça comment? Sur quel langage? Ça se passe comment en fait? gRPC, en fait, il met à disposition donc, plusieurs libs. Il y a du Node.js, nous on fait du Node.js en tout cas, du Java, mais il y en a plein d'autres, en Go, plein d'autres. Et donc chaque langage, il a sa propre implémentation de gRPC. Et en plus, c'est des implémentations qui ont rien en commun, ça, chacun fait un peu sa sauce. En tout cas, donc voilà, sur Node.js par exemple, là, ça se passe comment? Avec les libs qui sont les libs qui génèrent les services à partir d'un fichier proto sont générés à la volée. C'est-à-dire on met en route l'instance et automatiquement, grâce à protobuf.js, il prend le fichier proto, il génère dynamiquement les classes qui font des serveurs et les classes qui font des clients et du coup on a juste à appeler des fonctions, quoi, depuis notre code métier. Voilà, protobuf.js, en fait, c'était utilisé surtout côté browser pour envoyer des browsers vers le serveur pour communiquer un protobuf, quoi, un message proto. Et du coup, ils ont profité du même truc et ça marche. L'implémentation Java, par contre, c'est complément, c'est rien à voir. C'est les classes, ils sont générées à l'avance. Donc, on va voir plus tard, il y a une petite commande à exécuter, on dit voilà, ça c'est le fichier proto, il génère toutes les classes qui font tout ce qu'il faut faire, qui met en place le serveur, le client, et du coup il génère des classes avec le pattern builder, où, je pense que voilà, en gros voilà, un pattern builder où tu crées un message builder et tu fais set un champ, un set d'un autre, je sais pas quoi, à la fin tu fais un build, il te sort l'instance de la classe qu'il faut utiliser pour envoyer au serveur. Donc sur quoi on s'est basé pour faire ça côté serveur? En fait, on est parti sur du Spring Boot, ça marche bien. Et on a utilisé le module gRPC Spring Boot Starter de Lognet. La doc, elle est pas mal foutue, donc je vous ai mis des liens à titre informatif, au cas où si un jour vous voulez vous lancer. Et comme Carles l'a dit, c'est en Java en fait, les classes sont générées. Donc il y a un projet gRPC qui permet de générer toutes les classes nécessaires à l'utilisation de gRPC en lui donnant juste le protobuf. Et voilà. Donc là vous avez une ligne de commande, vous avez le protoc qui est disponible à cette adresse GitHub. On lui met juste le chemin du proto et ça génère les classes qui vont bien. Et on a aussi la possibilité de le faire avec Maven et il y a au Gradle aussi, c'est dispo.
Il suffit juste de mettre le plugin dans le cycle de build de Maven et ça génère les classes qu'il faut bien. Mais je ne l'ai pas trop utilisé, donc moi j'ai juste fait la ligne de commande et j'ai généré mes classes qui vont bien pour mon projet. Voilà. Voilà. On va commencer à faire, on va vous montrer un peu de code. Hein. On va essayer de le faire en live, si tout se passe bien. L'idée, c'est que voilà, à partir d'un fichier proto qui définit une interface avec ses messages et ses réponses, on va donc développer au début un petit serveur en Java. Ça marche. Et du coup, juste après, on va faire un Node.js, un petit client. Donc on va voir comme très rapidement, on peut commencer à développer, commencer à envoyer des messages sans se faire des soucis par rapport à comment ça va être envoyé, formaté, enfin compressé ou pas, très facilement. Donc voilà, attends, je vais mettre ça en place. Alors, est-ce que ça se voit bien si j'ai fait comme ça? Est-ce que vous voyez au fond ou pas, si j'ai fait un peu plus de... Attends. T'as mis en commande. Tac, je vais faire un mode présentation, peut-être, ça va être mieux. Ouais. Non, mais c'est quand même si j'ai zoom. On fait comme ça, je pense que c'est mieux. Ouais, après ça va être chiant pour... On va le sortir pour changer de fichier si tu veux. Donc en fait le but de l'exercice, là on va pas s'attaquer au métier, donc on va faire un truc extrêmement simple, hein. Ça veut dire qu'on va envoyer un nom via une requête et en réponse on veut hello le nom. Par exemple Peter, en retour on aura hello Peter. Et on va essayer d'implémenter les 4 types de messages qui existent en gRPC. Français pour toi. Par contre, il faut que je change de fichier. C'est dans View. Je sais jamais où c'est. Je pense qu'il n'y a pas de raccourci. View et après Ici, Exit. Voilà. Donc, on va faire du live coding, mais j'ai quand même un peu préparé le projet, hein. Je ne vais pas vous endormir. Ici, on va retrouver toutes les classes qui ont été générées par le compilateur, enfin le générateur gRPC, qui en fait essentiellement, bon, c'est du code généré, donc c'est pas très très joli, mais en gros c'est du binding de service. Ici d'ailleurs, voilà. Je sais qu'à un moment il y a du binding quelque part. Voilà, donc en fait ça sert essentiellement à binder les méthodes au bon service, etc. Et maintenant, pour que ça fonctionne, View, Presentation Mode. Je vais éteindre ton micro. Donc la première chose à faire pour développer la classe de service gRPC, c'est déjà juste de mettre une petite annotation qui est fournie par le framework, pour qu'il puisse enregistrer au démarrage du serveur. Et ensuite, il y a juste à implémenter les méthodes qui vont bien. Là, typiquement, on va s'attaquer au message simple. C'est un peu trop gros, non? Vous voyez? Je pense qu'on voit même trop bien. Et donc le but, là, c'est juste de renvoyer une réponse à partir de la requête qu'on va recevoir. New. Donc là, comme Carles l'a dit, on a un builder qui a été généré et il suffit juste de le renseigner. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait une petite classe process qui va me transformer ma chaîne de caractères d'entrée à partir du nom que je reçois dans la request. Et je vais renvoyer un statut qui va bien. Donc normalement, c'est... OK. Donc ça, déjà, j'ai mon message de réponse. Et il ne me reste plus qu'à renvoyer ça dans la request. Et pour ça, c'est assez simple. Il faut faire un response observer .onNext avec le message qui va bien et clôturer la requête.
Donc là, déjà, j'ai développé mon premier service gRPC de la première catégorie, c'est-à-dire qu'on reçoit une request et on répond une réponse simple. Ensuite, on va développer le deuxième type qui est le streaming côté serveur. C'est-à-dire qu'on va recevoir une requête et on va envoyer un stream en réponse. Donc là, c'est juste la signature, hein, c'était pour aller un peu plus vite. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et là, en fait, comme vous voyez, c'est à peu près la même signature que la première méthode. Donc en fait, pour l'exercice là, je vais juste réutiliser ce que j'ai fait plus haut et je vais extraire ça dans une méthode. Voilà. Hop. Voilà. J'ai implémenté mon deuxième service. Sauf que là, en réponse, je ne vais pas envoyer du streaming. Je vais envoyer juste une réponse et je vais fermer la connexion, mais on pourrait très bien envoyer beaucoup plus de data. Ensuite, on va faire le streaming côté client, où là, ça va un peu changer. Return new stream observer. Hop. Et en fait, c'est on doit implémenter 3 méthodes, qui est onNext, onError et onComplete. Donc là, onComplete, c'est assez simple, hein. Je pense que vous avez... Ah, j'arrive plus à naviguer. Voilà. En fait, il faut juste... avec la réponse, faire un onComplete. En erreur, on va juste loguer l'erreur. Logger. Et on va envoyer ça chez RPC. Donc là, c'est pas très utile. Et après, ici, bah, en fait, il faut juste faire ce qu'on avait fait plus haut sans le onComplete. C'est-à-dire créer la réponse et envoyer dans le onNext. Par contre, là, on voit pas bien. Vous voyez pas bien, là. C'est trop gros, non? C'est bon? Hop. Bon. Et ensuite, il me reste la dernière étape, qui est le full duplex, qui en fait a exactement la même signature que le message précédent, parce qu'en fait, c'est un peu le même principe. Sauf que là, on pourrait envoyer plus de data, mais comme je l'ai dit précédemment, pour l'exercice, on va pas le faire. Donc là, en fait, il suffit juste d'extraire ça, dupliquer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Ouais, Ah oui, j'ai pris. Ici, là. J'en ai trop pris. Ouais. Hop. Ah non, mais non, c'est bon. Ah non, c'est ça. Non, il y a un problème d'indentation, mais comme je vois pas tout. Non, je pense qu'il faut. Ouais, je pense qu'il manque une accolade quelque part ici, je pense. Ah, et du coup, c'est ça. C'est bon. C'est les joies du direct. Et donc, maintenant, je vais pouvoir extraire ça dans une méthode. Non, il y a toujours un problème. J'ai pas l'impression que c'est bon. Mais je vois pas en fait, c'est trop gros. Tu veux sortir du mode présentation? Bah Ouais, oui, parce que je pense. t'es en dehors de la classe là. Hein. Ouais, je pense. Hop. Exit. Tac. Attends, hop, CTRL Z, on va y voir plus clair. Oh, tac, 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 tac. Ah, non, il y en a un de trop là. Mmh. Non, mais c'est bizarre qu'il m'ait proposé onError comme nom de méthode. C'est ça qui m'inquiète. Normalement, c'est pas ça. Bon, on va Normalement, tester. ça marche. Hein. Normalement. Ok. Ouais, mais j'aime pas le copier-coller.
Et donc maintenant, il suffit juste de mettre ça là-bas. Hop, ça marche, mais en fait, ce qui me perturbe, c'est le nom get error gRPC qu'il a généré. Normalement, il ne doit pas générer ça. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça. Bon, on va voir. Hein. Bon, bah, a priori, ça devrait être On bon. va faire, on va faire démarrer le client serveur. et on verra si ça marche. On va démarrer le serveur, on verra bien. Oh, c'est bon. Il a bien enregistré mon service. Parfait. À toi de jouer, Clarence. Je tourne ça. Alors, là, du coup, on va faire, donc, comme on a dit, un petit client, un node. Ça va être tout de suite moins verbeux, hein, tout ce qui est JS. Alors, il est là. Ça se voit bien? Ok, d'accord. Bon, j'ai déjà préparé quelques trucs aussi. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec du JS, donc on va faire un petit require de gRPC, hein, de la lib. Français. Ah, c'est pas possible. Bon. Require. gRPC. Ensuite, on va charger notre fichier proto. On va appeler example. gRPC.load du fichier que j'ai défini là. Ensuite, je vais vous montrer juste exit presentation mode. Juste des trucs dans le fichier proto. On définit toujours un package. Donc il faudra que j'aille chercher donc, ces packages-là. Et le nom du service, on l'appelait example, en majuscule, d'accord? Je reviens. Donc là, du coup, attends, je sais pas copier. Je sais pas si j'ai copié en fait. Je n'ai pas copié. Ok. Tac. Site. Voilà. On revient au code. Voilà, donc aussi, une fois que le fichier est chargé, je vais chercher les packages qui me conviennent. Ensuite, ici, donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est en train de générer dynamiquement toutes les classes qu'il nous faut pour du node pour générer le client et le serveur. Okay. Ici, à continuation, on va générer notre client à partir de example. Je vais faire example en majuscule, que c'est le nom du service. Je vais lui mettre, donc ici on met le host. D'ailleurs, il faut que je mette le port aussi. Donc on a mis 152. Et ensuite, un truc dont on n'a pas parlé, c'est la sécurité. gRPC, il gère aussi du HTTPS, on peut mettre des certificats pour la connexion. Nous, on ne s'en sert pas parce que vous cassez du trafic interne et les DevOps, ils ont déjà mis en place un système de sécurité assez bien. Donc, pour gagner aussi en perf, on fait du HTTP normal, enfin, pas de SSL, quoi, de TLS. Ok, donc là, justement, voilà, si on veut faire du insecure, donc on fait ça et ça marche. Ensuite, on peut faire directement la fonction sendMessage, la première qui a été développée par David. Ici, on va mettre le message qu'on a préparé juste ici là-haut. On envoie ça, un petit callback qui va bien avec la réponse. Error data. Et on va printer la data. Donc voilà, là, donc du coup, le premier service qui envoie un message, qui retourne une réponse et qui ferme, c'est fait. Ok, on va exécuter ça. Et si le serveur marche, ça sera ma faute. Ouais. Client, on l'appelait quoi? gRPC, sample, live coding. Bam. Ça marche pas. Voilà. Ah oui, je pense qu'ici, il faut mettre un new. Ah, c'est pas moi. Toi, Pas encore. Toi te sauver. Et voilà, donc le serveur, il nous a répondu le message qui a été défini donc, dans le protobuf avec un champ succès et un champ message.
Okay. Et là, rapidement, je vais vous montrer comment on gère avec du Node.js tout ce qui est du stream. Okay. Donc, on va créer un stream. On va l'appeler call. On fait client.sendMessage stream duplex. Voilà, c'est tout. Ensuite, ici, on va écouter on data. On va écouter donc la data qu'on va recevoir dans le stream. On va la printer. Ok, super. Il y a plein de trucs à écouter, des erreurs, des trucs, des status tout le temps. On va pas aller plus loin. Ici, du coup, on va écrire plusieurs messages. Un message. Attends, c'était majuscule. Tac, on va le printer plusieurs fois pour démontrer que c'est vraiment. Tac. Et ensuite, on va fermer. Tac. Ok, si j'ai exécute, du coup, on voit que voilà, ça a été envoyé. Donc le premier, ça a été envoyé en normal et les autres, c'était du stream. Ok. Donc voilà, jusqu'ici l'exemple. Ça, vous avez vu, hein, c'est assez simple, sans avoir beaucoup de connaissances du truc. On peut vraiment commencer à développer des trucs sympas et très performants. Ok, si j'irai bien. Bah, lens, c'est parce que bon, je vais fermer ma connexion. Mais en fait, c'est envoyé en stream, en fait. C'est envoyé en stream. C'est juste pour libérer la connexion. Tout à fait. Voilà, donc on continue avec la presse. On touche à la fin. Là. Il est où là? C'est où là? Tu le vois pas? Ah, attends. Oui, c'est vrai. Allez hop. Pardon. Voilà, donc là, Donc là, on était au code. Ouais. Et donc juste par rapport aux nodes, donc juste un petit mot sur le module qu'on a développé au Gori, justement pour simplifier un peu le codage en nodes, parce qu'on a vu qu'en fonction de si c'est des messages tout court ou c'est du stream, ça se gère différemment. Bon, on a fait un module qu'en fait il promissifie donc tous les types de calls et qu'en gros on peut gérer ça avec de programmation fonctionnelle. On peut faire du send message et écouter comme ça, toujours de la même façon que ce soit du simple gRPC ou du stream. Ça facilite beaucoup là, surtout ça se voit mieux quoi. Voilà. Il y a la petite astuce aussi des ID. Oui, parce qu'effectivement, si on fait du stream, enfin si on fait des full duplex, en fait, forcément, on va envoyer des messages, on va recevoir des réponses. Mais si on veut faire comme nous on fait, c'est-à-dire que pour chaque message qu'on envoie, il y a une réponse, il faut qu'on garde la trace des ID. Enfin, si donc, on génère des ID, donc incrémental par exemple, on envoie un message et on sait que le callback qu'on va recevoir, il va avoir cet ID même, on va savoir quel callback exécuter pour gérer la réponse, quoi. C'est des petites astuces qu'on a mis en place. Parlons perf, parce que jusqu'ici, donc on a dit que c'est très perf et tout, mais du coup, nous, on a fait quelques tests. On aurait bien voulu faire ça avec du Gatling, hein, c'est quand même plus sympa et plus sérieux. Mais le problème, c'est que Gatling, donc c'est orienté HTTP. Et du coup, il faudrait un plugin gRPC pour faire des tests. Il y en a d'autres, hein. On en a utilisé pour d'autres tests, mais pour gRPC, il n'y en a pas, donc on aurait dû le faire nous-mêmes. C'était les vacances, hein. On n'a pas trop le temps, donc on a fait les tests un peu nous-mêmes. On a pris une petite machine chez Amazon, un client et un serveur. On a envoyé des séries de 10 000 requêtes, envoyées les unes derrière les autres, et on voit déjà donc, les messages par seconde, la bande passante qu'on envoie, les temps de réponse. Voilà, on a commencé avec du HTTP normal. On voit que déjà donc l'ancien Keep Alive, c'est cool, hein, on y gagne le double. gRPC simple, on y gagne encore plus et c'est déjà pas mal. C'est très compressé, hein, parce que en fait, on a envoyé le même message qu'on a vu, là, donc le hello machin. Donc c'est déjà très petit et juste avec ça, on y gagne beaucoup déjà. Donc si vous imaginez les gros messages que nous on a avec plein de data à l'intérieur, c'est fou. Et ensuite, donc, les gRPC full duplex, là, forcément, donc, le socket il est ouvert et là, tu envoies juste de la data. Il n'y a pas d'header, il n'y a rien du tout, quoi. C'est bien. Là, HTTP 1.
Ça, c'est HTTP1, ouais. C'est Oui, 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 HTTP pardon, ouais. classique. Là, c'est HTTP avec classique qui peut live comme on fait tous les jours. Et là-bas, bah, c'est du gRPC, donc forcément, c'est du HTTP2. P2. Non. Non. On n'a pas eu le temps. Oui, oui, c'est du GZP et oui, oui, tout à fait. GZP. Pardon? Si vous voulez, on enchaîne les questions d'après parce qu'on finit juste après ça. C'est comme ça. Ça, c'est réglé. Donc, on va parler un peu des gRPC, c'est bien, CPRF, ça nous a apporté beaucoup de choses, mais ça a aussi apporté quelques inconvénients, notamment les load balancing, parce que forcément, quand on scale horizontalement, il faut des load balancers, et aujourd'hui, les load balancers, on en a, en tout cas, à notre connaissance, on les a pas trouvés très mûrs pour du gRPC, parce que forcément, c'est une connexion ouverte entre le client et le serveur. Et du coup, le trafic à l'intérieur, c'est compliqué de le mesurer. Et du coup, le load balancer, il ne se rend pas forcément compte du trafic qui circule dans la socket. Donc, il ne peut pas détecter si une machine il foire, il envoie des messages d'erreur. Vous ne a pas, je sais pas, les codes HTTP 500, machin, il n'y est pas. Ça, il faut arrêter d'aller envoyer parce qu'elle ne marche pas. Bon. Il vérifie juste. Débugger les erreurs, quand on a un problème, un bug sur la plateforme en production, quand c'est du REST, c'est facile, on regarde les JSON qui circulent, on essaye de le reproduire et tout. Mais quand c'est du binaire qui circule, c'est pas lisible pour l'homme et donc ça devient un peu plus compliqué. On en reviendra, on parlera de ça plus tard. Il n'y a pas encore de lib qui supporte le gRPC côté browser. Je vois pas pourquoi, mais c'est vrai que non, pour moi, on ne devrait pas l'utiliser côté browser, mais en tout cas, ça n'existe pas. La documentation est assez pauvre sur certains langages. Alors, il faut savoir que des langages comme JavaScript, Java, on s'en sort très bien. Par contre, si vous allez sur des langages un peu plus, on va dire, exotiques ou moins répandus, avant de vous lancer, renseignez-vous que toute votre stack, vos langages que vous utilisez, soient bien compatibles avec gRPC. Parce que le but, c'est de faire fonctionner les microservices entre eux. Et comme les microservices ne sont pas forcément développés tous dans le même langage, selon les équipes, c'est un point à prendre en compte. Il n'y a pas de standard d'implémentation entre les langages, donc ils respectent tous la norme. Par contre, l'implémentation, comme on a vu, que ce soit du JS où il génère à la volée au moment du start du serveur, ou Java, où forcément il faut générer les classes à l'avance parce que sinon ça ne compile pas. Donc voilà, donc c'est des choses à prendre en compte. Et un gros inconvénient, c'est la mise à jour des protos. Si vous avez beaucoup d'interfaces qui bougent, qui évoluent, si ça évolue tous les jours, je vous déconseille d'utiliser ça. Parce que quand vous devez mettre tous les protos à jour en même temps sur toutes les machines, c'est sport. Il faut mettre à jour tous les clients. Ouais, forcément tous les clients, parce que le proto, il est à la fois côté client et à la fois côté serveur. Il y a des compatibilités ascendantes, mais nous, on n'a pas eu l'occasion de l'utiliser parce que notre microservice, les microservices qu'on utilise en gRPC, ils sont, on va dire, débrayables. On a un mode dégradé qui permet de continuer à fonctionner en prod sans les services concernés. Du coup, nous, on s'embête pas, on met à jour, on débraye, on met à jour et c'est reparti. Mais si vous ne pouvez pas couper le service, là, c'est une autre histoire. Notre retour d'expérience, du coup, vite fait. Voilà, la première question qu'on se poserait, c'est est-ce que ça vaut le coup migrer ou pas sur gRPC? Déjà, nous, par rapport à ce qu'on a vu, ça dépend. Si nous, notre API, c'est vraiment tout simple, il n'y a pas beaucoup de trafic, c'est des trucs basiques, on y développe beaucoup, on change beaucoup. Franchement, je pense que sur le reste, ça marche bien. Hein. À la rigueur, passer sur du HTTP2, mais après... Voilà. Après, si votre priorité, c'est la perf, descendre, si vous voulez descendre le coût des machines, du réseau, tout ça, c'est un quick win parce que c'est assez facile de le faire et la perf, elle est là. Ok. Et aussi, voilà, si vous avez, je sais pas, donc pas mal de clients qui font juste une connexion, beaucoup de trafic, mais juste, c'est des clients qui font une fois de temps en temps un appel, tu ne gagnes pas parce que si tu fais juste un appel,
Les headers, ils sont toujours envoyés. Tu gagnes pas. Enfin, c'est bien si le même client il envoie plein de trucs en même temps. Toi. Voilà. Et puis, pour finir, juste 2 tips. C'est nous, justement, pour le problème de débugage des services gRPC. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué tous les services. On a mis à disposition en interne une API REST qui soit lisible par l'homme. Comme ça, si un jour il y a un souci, on peut très facilement envoyer la data et voir le résultat que nous renvoie le service. Ça nous permet de mieux comprendre le problème. Faire une API REST aujourd'hui, ça coûte pas très cher, tout le monde sait le faire. Donc, sur Spring, ça se fait. C'est une annotation, ça se fait bien, donc voilà. Et dernier tips qu'on a fait aussi, c'est que pour le load balancer, on les a paramétrés en TCP. Donc voilà. Voilà, tout de suite, juste avant les questions, juste pour rappel, je pense que dans quelques mois, janvier, on va faire une prochaine présentation avec Pierre-Marie qui est là au fond. Il va présenter donc Amazon Redshift, c'est le Data Warehouse as a Service chez Amazon qu'on utilise depuis pas mal de temps pour faire tout ce qui est analytics chez nous. On a beaucoup de data, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, il va nous expliquer un petit peu comment ça marche internement, comment il a fait pour grandir l'architecture data chez nous, quoi. Voilà. Pardon. Merci. Du coup, niveau load balancing, justement, vous avez essayé des load balancers qui sont entre guillemets gRPC OR comme Linkerd ou Istio? Non. On utilise les développeurs ils ont utilisé les load balancers Amazon et du coup load balancer Amazon ça marche que s'il a un code HTTP 500 donc il va arrêter d'envoyer, mais vous que ça n'a pas de code HTTP donc tu es obligé à le faire par TCP, quoi. Et du coup, gRPC, vous en servez seulement entre vos services ou aussi depuis les clients mobiles? Ouais, juste interne. Notre contact externe, c'est tous les SDK. Donc, c'est tous les téléphones du monde. Et ils envoient des messages de temps en temps. Enfin, pas tout le temps. C'est pas des streams ouverts tout le temps. Et du coup, on n'y gagnerait pas grand-chose, quoi. Et du coup, David, si je me souviens, tout à l'heure, tu disais que pour toi, du gRPC depuis un browser, ça n'avait pas trop de sens. Pourquoi? Parce que, comme a dit Carles, c'est depuis un browser, tu cherches beaucoup de ressources, etc., pas forcément sur la même machine. C'est pas quelque chose où tu vas envoyer énormément de données en continu, en fait. Et à part le streaming vidéo. Mais aujourd'hui, on le fait, on n'a pas besoin de gRPC. Je sais pas si... le problème, c'est que... J'ai du mal à imaginer utiliser ça côté browser, en fait. Le problème, c'est que la lib.js qui gRPC, elle est assez lourde. Et donc, du coup, j'imagine que si tu veux faire ça côté browser, à chaque fois, il faut appeler la lib, télécharger, générer les classes. À chaque fois que tu charges la page, il va générer les classes des serveurs clients. J'imagine que ça va être assez lourd. C'est une des raisons pour laquelle... Ok. Et du coup, dernière question avant de laisser le micro. Est-ce que du coup, pour vous, une sorte de gateway gRPC REST, ça aurait du sens? Quelque chose qui serait capable de comprendre des points proto et d'automatiquement générer une API REST devant et inversement? Je suis pas sûr. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, on appelle un REST et que lui fait la traduction. Ouais, et dans l'autre sens. Enfin, on l'a fait justement parfois, pas sur cet exemple-là, mais on l'a fait pour tester la perf depuis Gatling. Parce que du coup, depuis Gatling, tu peux appeler du HTTP et derrière. Mais après, il y a aussi le coût HTTP, tu ne calcules pas la vraie perf gRPC. Donc, et tu brides les perfs de gRPC derrière, en fait, parce que tu seras toujours bridé par les appels REST de ta gateway. Oui, c'est plus dans une optique de praticité, entre guillemets, j'ai tout qui communique en gRPC, je dois quand même exposer un truc à mes clients. Voilà. Ok, merci. Ouais. On m'entend? Ouais. C'est plus une remarque qu'une question. En fait, je suis pas vraiment d'accord avec vous sur le fait que c'est pas adapté à en gros, changer le format des échanges tous les jours.
de rajouter de nouvelles propriétés et compagnie. Dans la mesure où Protobuf a, pour moi, l'une des premières utilités, c'est de gérer les compatibilités backward, forward. Et on peut très bien, au niveau producteur, ajouter de nouveaux types. Le but, de toute façon, c'est de ne pas casser. Et les consommateurs vont évoluer à leur rythme. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment de différence avec du JSON. En tout cas, c'est personnel. Ok. Non, mais le problème, c'est que si tu... Au client. Certes, mais pour moi, les fichiers sont partagés entre les clients et les producteurs. Il peut y avoir un repository Git partagé, et donc au prochain process de build, on embarque les modifs. Et tant que le consommateur n'a pas besoin de la donnée, il n'est pas perturbé. Et puis on écrit le code qui consomme la nouvelle donnée et on embarque les nouveaux protos. Pour moi, ça pose pas de souci. Ok. Oui. C'est possible. Nous, franchement, on n'a pas eu ce souci-là parce qu'à chaque fois qu'on doit faire évoluer le fichier proto, on le met partout parce que c'est des services qui sont à nous, donc on le connaît. On n'a pas, comme on a dit, on n'a pas des connexions gRPC avec l'extérieur, donc avec des clients ou autres. Du coup, on n'a pas trop allé dans cette direction-là. Bonsoir, merci pour la présentation. Ouais. Moi, j'avais une petite question. Vous n'avez pas beaucoup parlé de la gestion des erreurs. Il me semble que dans gRPC, il y a un concept de deadline. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé? Un problème de quoi, pardon? De deadline. De deadline. C'est une sorte de time-out, mais au lieu d'avoir dire bah voilà, au bout de 30 secondes, je coupe, ça sera plutôt à partir de tel moment, ça ne sert à rien de continuer. Et il me semble que tu peux le propager de service en service. Non, on ne l'a pas utilisé, clairement. Non, mais ça me... Par contre, sur tout ce qui est gestion d'erreurs et entre guillemets monitoring de service, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des sons de graphite un peu partout. Et du coup, on est capable de savoir le nombre de requests et de données qui circulent dans la socket. C'est comme ça qu'on le monitore un peu. On monitore les services gRPC. Ok, merci. De rien. D'autres questions? Ouais, bonsoir, merci pour la présentation. Très intéressant. Moi, j'avais une question par rapport à votre environnement un petit peu Ops, à savoir si vous êtes sur du Vanilla EC2 ou dans du Docker au niveau de vos machines. Alors, chez nous, tout est dockerisé. Ok. Donc, j'imagine qu'il y a un external load balancer qui est quoi? Un ELB, un ALB Oui, c'est un ALB qui... C'est un ALB, et ensuite, vous prenez la connexion... Enfin, il y a au niveau facing, vous avez un external load balancer. Alors, par contre, qui vous envoie du coup la connexion derrière en HTTP 1.1 que vous reconvertissez en HTTP 2. Parce que ce qui sort de l'ALB, enfin ce qui est derrière l'ALB est en HTTP 1.1. Non, si le ALB il est configuré en mode TCP. Ah oui, donc c'est pas un ALB, c'est un ELB. Ah oui, non, c'est un ELB. Ok. C'est l'accent. Ok, donc c'était ma question. Pardon. Voilà, c'était ma question. Savoir si c'était un ALB ou un ELB, parce qu'actuellement on peut pas le faire. On peut pas faire communiquer un ALB avec gRPC. Voilà. Tout à fait. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais pas si ici en face il y en avait un tout à l'heure. Ah oui. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On reste à votre disposition si vous avez des questions ou vous voulez discuter.